Pour ce premier épisode, je vous invite à la rencontre de Sarah. En couple assez jeune, avoir des enfants pour elle était une évidence. Avec son mari, ils stabilisent leur situation par 2 CDI et leur fils leur permet de rentrer rapidement dans la maternité. La vie continue et 2 ans après leur finit. Mais leur couple est, d'après ses propres mots, dysfonctionnel. Et 4 ans après la naissance de sa fille, elle prend alors la décision de divorcer. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sarah est assistante sociale et connaît tous les rouages d'une séparation. Et pourtant, il lui faudra 2 années de plus pour finalement divorcer. Elle a eu la chance de pouvoir continuer à évoluer professionnellement, mais l'ambivalence maternelle se présente alors à elle. Et finalement, l'application du jugement n'est pas aussi facile que dans la théorie. Sarah nous explique alors, en remontant le fil des années, son épanouissement en tant que mère, en tant que femme, mais aussi toutes les difficultés rencontrées, jusqu'à nous laisser sur une note d'espoir. Un jour, les enfants grandissent, l'autonomie s'acquiert, et retrouver une vie à soi est aussi possible. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants de 10 et 12 ans et je vis dans les Hauts-de-France. Super. Donc, tu es mère célibataire aujourd'hui depuis combien de temps ? Alors, j'ai divorcé en 2015, mes enfants avaient 6 ans et 4 ans. D'accord. Alors, avant qu'on reparle plus précisément de peut-être la séparation et maintenant de ta vie de mère célibataire, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de tes envies de maternité, de comment ça s'est passé pour toi, de peut-être quelle idée tu en avais et de ce qui s'est passé en réalité ? Alors, je me suis mise en couple relativement jeune, j'avais 22 ans. Ça a été une évidence tout de suite que d'avoir des enfants. Donc, D'accord. j'ai attendu de finir mes études, d'avoir un CDI. Mon mari était en CDI et du coup, très rapidement ensuite, j'ai eu mon premier fils. Je pense que j'avais une vision idéalisée un petit peu comme tout le monde de la maternité. Ça n'a pas été aussi facile que ça. Et puis après, 2 ans après, j'ai eu ma fille. Là, c'était plus cool, puisque je pense que les deuxièmes, c'est toujours un petit peu moins compliqué quand même parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et puis après, le couple étant un petit peu dysfonctionnant, j'ai quand même fait le choix de divorcer 4 ans après la naissance de ma deuxième. Voilà. D'accord. Alors, sans rentrer forcément dans les détails de la séparation, comment ça s'est passé quand même globalement pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé par exemple en amont sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois et puis un jour tu t'es lancé et tu as quitté ton mari ? Ou est-ce que ça a été sur un coup de tête ou comment ça a cheminé pour toi, cette séparation ? Alors, ça a été une très, très longue préparation. J'ai fait une première demande de divorce sur laquelle je suis revenue au bout de 6 mois. Je me suis fait incendier par mon avocate qui m'a dit qu'elle n'avait pas que ça à faire. J'ai redonné une chance. Pour moi, un divorce et une séparation, c'était quand même vraiment pas dans mes projets de vie et c'était plutôt un échec. Ouais. Et donc, j'ai vraiment essayé au maximum, du maximum. Et puis, à un moment, face à un mur, je me suis dit, il n'y a pas le choix. Et donc, quelques temps après, je dirais 2 ans après, j'ai refait une demande de divorce. Je suis retournée voir mon avocate qui m'a dit, une fois, pas deux, je veux bien recommencer, mais c'est votre dernière chance. Voilà, et je suis partie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais assistante sociale de profession, donc très, très au clair sur toutes les démarches, et que, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai fait ça très bien, dans la mesure où j'ai complètement respecté les protocoles, les procédures, etc. J'ai déposé la demande, j'ai attendu d'avoir l'ordonnance de non-conciliation, j'ai attendu d'avoir le jugement, l'ordonnance de non-conciliation écrite dans les mains pour pouvoir préparer mon départ. J'ai respecté les bons timings, etc. Je ne suis pas partie au mois de juillet parce qu'il était fléché dans le jugement qu'au mois de juillet, c'est mon ex-mari qui avait la garde et je ne me voyais pas partir le 10 juillet et puis qu'en réaction, ils les reprennent le 11. Donc, j'ai attendu le 1er août symboliquement. Enfin, ça a été une grosse organisation. Mais ça s'est relativement bien déroulé. Et comme je travaillais, j'ai trouvé facilement une petite maison. Et puis voilà, j'étais en emploi, donc ça se goupillait bien. Et ma séparation a été concomitante avec une évolution de carrière, ce qui m'a permis de m'en sortir sans trop de difficultés. Voilà. Et c'est important. C'est important, effectivement.
Ça résout pas tout, mais quand même, ça aide. On est d'accord. Je pourrais faire le pendant opposé. Mais non, mais non. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est qu'une ordonnance de non-conciliation, s'il te plaît? Alors, ça date un peu, mais je veux dire, quand on est marié et qu'on fait une demande de divorce euh, au juge aux affaires familiales, il y a un premier temps qui s'appelle une audience de conciliation. Les deux parties viennent et l'objectif de ce temps-là, à vérifier sur servicepublic.fr, mais grosso modo, c'est ça. L'objectif de ce temps-là est que le juge vérifie que le divorce euh, enfin que les deux parties enfin qu'il n'est pas possible de revenir en arrière et qu'on se dirige bel et bien vers un divorce. C'est pour ça que ça s'appelle audience de conciliation. C'est essayer de concilier les deux époux, voir si on peut pas réparer quelque chose. Voilà, c'est la procédure. Il se trouve que moi, mon ex-mari ne s'est pas donné la peine de venir, donc comme ça, il n'y avait pas de conciliation possible. Ça a été vite plié. Et donc quelques jours après et donc une fois que le juge a vérifié que oui, on allait bien vers un divorce et que non, on ne pouvait pas se réconcilier, il détermine des mesures qui sont temporaires sur la garde, les modalités de résidence, la garde des enfants, qui c'est qui garde la maison, qui paye quoi, etc. Et à l'issue de cette audience, on reçoit ce document qui est le premier document officiel qui fait valoir nos droits en tant que personnes séparées. Oui. Et suite à cela, il y a différents cas de figure et il y a différents cas de divorce. Et suite à cela, on enclenche véritablement la procédure de divorce. Dans mon cas, le choix qui a été fait dans la mesure où monsieur ne se présentait pas, c'était de faire un divorce pour abandon de la vie commune, voilà, abandon de la vie conjugale, ce qui fait que moi, avec le document de l'audience de non-conciliation, j'ai pu partir de mon domicile avec mes enfants, etc. Tout était calé. J'ai attendu patiemment 2 ans dans mon coin en étant séparée mais pas divorcée. Après, moi, je m'en foutais d'être encore mariée sur le papier. J'étais quand même séparée de corps et de biens. Et au bout de 2 ans, j'ai rappelé mon avocate, j'ai fourni toutes les preuves comme quoi on était séparés depuis 2 ans. Et on est repassé devant le juge et le divorce a été immédiatement prononcé. Voilà. C'est un type de divorce spécifique. Il y a d'autres types de divorces. Alors maintenant, il y a ceux qui sont d'accord, pas d'accord. Enfin bon, mais ça, là, pour le coup, je ne suis plus trop experte. Voilà. Oui, puis maintenant, on propose beaucoup, alors ça doit ressembler à ce que tu as vécu quand les deux parties sont d'accord, mais en cas de séparation, en général, maintenant, on fait ce qu'on appelle une médiation familiale avec un médiateur externe qui peut être aussi un échec, ce que j'ai vécu, mais effectivement, ça permet de poser les bases en fait, de la séparation et surtout de la vie de coparents après, de sur quoi on est censé se mettre d'accord pour la suite et surtout ce qu'on doit continuer de décider en commun. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, et puis, il y a le divorce aussi pour. Quand les deux sont d'accord, ça porte un nom. Je n'ai pas révisé, je suis désolée. Je me souviens plus tout par cœur. Oui, non, mais il y a plein de. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est pratique aussi quand les deux font une convention ensemble. Le juge aux affaires familiales la tamponne et puis terminé, c'est réglé. Voilà. Donc, moi, ce n'était pas mon cas. C'est ça. Oui, tu peux faire un accord. Pour ceux qui y arrivent, je trouve que c'est super. Tout à fait. Je les admire. Hein. Ben moi, comme j'étais face à un fantôme, il n'y avait rien à concilier, donc ça a été vite plié. Oui. Mais donc, pour répondre à ta question initiale, voilà, j'ai très longuement préparé tout ça et j'ai fait vraiment les choses dans l'ordre pour être inattaquable et pas du tout embêtée. Et ça a très, très bien marché. J'étais inattaquable. Voilà. Mais c'est super, ouais. Et du coup, tu penses, donc c'est réellement le fait que tu étais à ce moment-là assistante sociale qui t'a aidé et que forcément, tu avais peut-être même déjà accompagné des gens dans ce type de démarche, ou comment tu aurais fait, qu'est-ce que tu connais d'autre sinon pour… Alors, le fait d'être assistante sociale te donne le réflexe, effectivement, des réflexes professionnels et tu traverses et tu rencontres ces problématiques-là, mais te donne aussi le réflexe de savoir où aller te renseigner et où récupérer les infos. Trouver les dispositifs dans la loi, sur les sites internet juridiques, etc., ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, je ne pense pas que ce soit que ma formation d'assistante sociale et mon expérience, mais voilà, j'ai quand même une appétence à la base pour tout ce qui est politique sociale, politique familiale, et le fait d'être familiarisé avec tout ça, ça rend les choses plus simples. Je sais d'expérience
expérience personnelle et professionnelle qu'on n'a pas le droit de partir avec ses gosses sous le bras et dire salut, je m'en vais. Enfin voilà. Et quand on connaît tous ces trucs-là, évidemment, le fait de passer à l'action personnellement et de divorcer est plus simple. Après, pour répondre à ta deuxième partie de question, je pense qu'il y a quand même beaucoup maintenant d'interlocuteurs qui peuvent renseigner là-dessus, d'associations d'aide aux femmes. Alors ça, c'est territorialisé, je dirais, sur chaque territoire, et il y a ce genre de structure. Moi, dans ma région, il y en a. Il y a le site servicepublic.fr qui est quand même une bible et que je conseille à tout le monde. Il y a les assistantes sociales aussi du conseil départemental. Chaque commune relève d'une assistante sociale. Il suffit d'appeler la mairie en disant quelle est mon assistante sociale de secteur. Voilà, je pense que maintenant, on peut à peu près trouver de l'info. Voilà. Puis malheureusement, comme on est assez nombreuses à être séparées ou divorcées, entre copines, on se refile les astuces aussi. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est important, de savoir qu'on peut trouver du soutien auprès d'autres femmes qui l'ont traversé, vécu et qui s'en sont sorties. Parce que c'est un peu d'espoir, ça fait du bien aussi à un moment donné. Et puis effectivement, pour partager peut-être des conseils, des astuces. Mais c'est important de préciser effectivement, s'il y a des femmes qui pourraient écouter, ou même des hommes, et qui voudraient quitter leur partenaire, que quoi qu'il se passe, malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus effectivement faire n'importe quoi quand il y a des enfants, et qu'il faut au minimum faire une déclaration auprès de la gendarmerie ou du commissariat en relatant les faits, mais pour préciser qu'on quitte le domicile conjugal pour X ou Y raison, qu'importe, y compris s'il y a des violences notamment, mais on ne peut pas partir comme ça non plus, effectivement. Et puis saisir le juge aux affaires familiales très très rapidement dans la foulée pour avoir un jugement, parce que tant qu'on n'a pas de jugement, c'est le flou artistique. Moi, c'est ce que je dis tout le temps autour de moi. Si tu ne fais pas l'effort d'aller solliciter le JAF, tu as effectivement le droit demain de te barrer avec tes gamins sous le bras, mais le jour où monsieur les récupère et se barre avec sous le bras, il a le droit aussi, parce que rien n'est acté. Le JAF, c'est pas pour embêter le monde, c'est pour protéger, c'est pour codifier ce que tu disais tout à l'heure, l'organisation, la coparentalité, etc. Et moi, je pense que les couples qui se séparent, même s'ils ne sont pas mariés, devraient tous passer par le bureau du juge, parce que ça simplifie. C'est ce qu'on appelle de manière générale sauf en cas de meilleur accord. C'est ce que je dis tout le temps. Le jugement du juge aux affaires familiales, si vous avez envie de l'appliquer à la lettre, vous l'appliquez à la lettre. S'il écrit noir et que vous avez envie de faire blanc, du moment que vous êtes OK, que le monsieur est OK, il n'y a pas ou la madame, enfin peu importe, l'autre partenaire est OK, il n'y a pas de souci. C'est sauf meilleur accord. Et par contre, là, le moment où vous n'êtes plus d'accord, c'est ça qui fait foi. Mais voilà, c'est une base, c'est un socle. On s'en sert comme on s'en sert. Moi, actuellement, les droits d'hébergement des enfants, de mes enfants, ne sont pas ceux qui sont déterminés par le juge aux affaires familiales. Mais ça nous convient comme ça. Par contre, le week-end où on s'engueule et où moi j'ai un mariage à l'autre bout de la France et que je dis à mon ex-mari je prends les enfants et que lui me dit non, je veux pas, et ben là je dégaine le jugement en disant désolé, c'est semaine impaire, donc c'est moi, donc je m'en irai. Voilà, c'est une protection, un jugement, c'est vraiment une protection. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, et on a cette tendance, et je l'ai faite moi-même, à croire qu'on va pouvoir s'arranger à l'amiable en attendant de passer devant le JAF. Réellement, ça n'arrive jamais, je crois, à peu près. Ou alors à 98% des cas, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut saisir le JAF au plus vite, parce que tout ce qui est mis noir sur blanc ne peut pas être contredit. Donc effectivement, franchement, ça enlève beaucoup de problèmes de qui est-ce qui les récupère, à quelle heure, à quel endroit, comment on se les transmet, et puis bon, tout le reste évidemment de la vie, mais c'est primordial. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là, effectivement. Et justement, en parlant de mode de garde, alors qu'est-ce que c'était au début, qu'est-ce que c'est maintenant? Donc tu disais que ça avait évolué. Alors moi, je suis particulièrement comment dire, trop bonne, trop conne, si on a le droit de dire un gros mot. C'est-à-dire que quand je suis partie avec mes enfants qui avaient donc 4 et 6 ans, moi, je travaille en semaine. Donc, le week-end, je suis libre. Mon ex-mari travaille 7 jours sur 7 en roulement. Et donc, le pauvre bichon, quand il travaillait, il n'avait pas de solution. Donc, pendant 3-4 ans, j'ai supporté gentiment que tous les 30 du mois, quand il avait reçu son emploi du temps, il m'envoie ses petites directives pour le mois d'après en disant le mois prochain, je les prendrai le samedi 12 et le dimanche 13. Puis le mois d'après, c'était là, je les prendrai le 6 et le 7.
Et puis alors, quand c'était jour de fête, il les prenait 2 week-ends, dis donc. Ah ben là, je peux les prendre 2 week-ends. Donc, ce qui fait que pendant 3 à 4 ans, je n'avais aucune visibilité au-delà enfin, fallait que j'attende le 30 du mois pour savoir s'il les prenait le premier ou pas. Il n'y avait aucun roulement. Je ne pouvais prévoir rien du tout parce qu'évidemment, je ne savais à quoi. Voilà, c'était absolument extraordinaire. Mes enfants étant petits, je me suis dit, les pauvres kikis, s'ils y vont et que papa travaille, ils vont être avec une babysitter, on ne sait pas sur qui ils vont tomber. Enfin voilà. Les vacances, c'était pareil. La culpabilité. Les vacances, normalement, ils devaient les prendre une semaine sur 2. Ah bah, tu comprends, je travaille, alors je les prendrai que mardi et jeudi. D'accord. Voilà. Donc j'ai subi ça pendant 3-4 ans. Et puis un jour, j'ai dit, c'est pas possible, enfin, ça suffit. Les enfants ont grandi, ils avaient 8 et 10 ans. J'ai dit, écoute, et puis voilà, puis ce qui m'a fait vraiment exploser, c'est le jour où il m'a dit, mais tu comprends, moi je travaille. Et en fait, moi, entre-temps d'assistante sociale, je suis passée sur un poste de responsable où je gère une trentaine de salariés. Je travaille dans un établissement qui accueille des enfants handicapés, donc j'ai des grosses responsabilités. Et le jour où il m'a dit, mais tu comprends, moi je travaille, je me suis dit, tu as raison, en fait. Moi, je ne travaille pas. Moi, je me tourne les pouces. Voilà. Et un jour, je me suis fâchée très fort en lui disant, en fait, tu te démerdes. Ouais, mais je travaille. C'est pas mon problème, tu te démerdes. Désormais, tu les prendras tous les week-ends, des semaines paires, parce que c'est écrit comme ça. Donc, il a cru que c'était une blague, parce que d'habitude, je capitulais assez facilement. Je n'ai pas capitulé. Et miracle, et ben figure-toi que désormais, il arrive à les prendre un week-end sur 2. C'est arrangé. C'est pas magique, la vie. Incroyable. Ceci étant, les enfants ont quand même grandi et tout comme moi, il les laisse parfois en autonomie. Il travaille en horaire décalé. Donc, quand il part bosser à 5 heures du mat, les enfants se réveillent à 10 heures. Il revient à midi, c'est gérable. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai eu ces 2 phases-là. Donc, désormais, on est sur une semaine sur 2. La moitié des vacances, ils respectent à peu près. Globalement, c'est à peu près serein et ça ne se passe pas trop mal. Donc ça, c'est stabilisé. Le problème que j'ai, c'est que les enfants n'ont plus très forcément envie d'y aller. Alors là, je pense qu'on se prépare encore des grands moments. Donc pour l'instant, je tiens bon en disant c'est comme ça et puis c'est comme ça. J'essaye de raccourcir un peu les horaires en disant voilà, il faudrait que tu les ramènes plus tôt parce que machin. Et puis mon fils en est quand même à me dire j'ai 12 ans, j'ai le droit d'écrire au juge, donc moi, je ne veux plus y aller. Bon, parce que je m'ennuie. Je dis, écoute, on va voir. Donc, comme quoi, tout ça, c'est aussi par phase et par vague, et ça va, ça vient. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me soulève 2 questions qu'on va poser les unes après les autres. Mais la première, c'est que tu as l'air de quelqu'un, effectivement, d'assez sûr de toi, de très décidé. Tu as un poste à responsabilité. Tu as préparé ta séparation pendant super longtemps. Tu n'as pas voulu, en gros, on pourrait peut-être dire, effectivement, faire d'erreurs, enfin, que tout soit super bien cadré. Et pour autant, je me suis fait couillonner. Finalement, le jugement a jamais été appliqué. Avec le recul, j'en rigole, mais je pense que ça renvoie à notre fragilité, notre point faible qui est nos enfants. Enfin voilà, moi l'idée déjà, j'étais extrêmement culpabilisée d'imposer un divorce à mes enfants parce que c'était vraiment pas mon projet de vie et quelque part je ressentais de la honte. Enfin pour moi c'était la honte de se retrouver. Excusez-moi, je fais dans le cliché, mais de se retrouver la pauvre nana célibataire avec 2 gosses, j'en avais énormément honte. Et je me disais, mes gamins, ils ont déjà trinqué. J'ai pas envie que ma fille de 5 ans, elle soit par Mont et par Vaux à passer un week-end de merde avec une babysitter sur laquelle j'aurais aucune prise. Et j'ai encaissé tout ça jusqu'au jour où je me suis dit, mais à force de faire ça et de pallier, à la limite, j'aurais pallié et il se serait mis à genoux à me remercier en disant que j'étais extraordinaire. Je me serais dit, bon, bah, au moins, je sais pourquoi je le fais. Mais au moment où j'ai vraiment réalisé que non seulement pour lui, c'était un dû, et que c'était normal, je me suis dit, mais en fait, moi, je m'oublie complètement, j'ai plus de vie. Et le 30 du mois, il me dit, je les prends le 5. Et si par malheur, j'avais un truc prévu le 5, il me faisait une crise de nerfs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, effectivement, bien qu'on soit déterminé, je pense qu'on a tous à cœur de faire au mieux pour nos enfants et que c'est là où on se laisse un petit peu, parfois, un petit peu couillonner parce que ça nous touche et qu'on est déjà culpabilisé au départ et que du coup, forcément, on ne veut pas s'en rajouter par rapport aux enfants, quoi. C'est l'envie de bien faire pour eux. Est-ce que tu aurais eu la même vision? Pardon. Bah, bien sûr, non, mais ça, je comprends bien. De toute façon, je pense qu'on a tous le même objectif, qu'on soit à l'initiative ou pas de la décision de la séparation. Et c'était ma question suivante. Mais je pense qu'évidemment, alors c'est un peu
peut-être sexiste de dire ça, mais je pense que encore plus en tant que femme et en tant que mère, je pense que c'est quelque chose qui reste quand même plus en tête, alors que Oui, les hommes tout continuent à à faire leur fait, vie. tout Et à fait, voilà, exactement, tant pis, lui, il travaille, donc il n'a tout à pas d'autre fait. solution, donc c'est à toi de te débrouiller, Ben, même c'est si c'est son ça. temps de garde. C'est ça. Et moi, je la payais plein Et pot, la est-ce que... babysitter, pour aller bosser. Mais Bah lui, oui, lui, il travaillait, pauvre homme. Et évidemment. puis voilà. Enfin, non, non, c'était quand même exaspérant. Et je pense que j'ai été bien patiente. Et voilà. Donc maintenant, c'est comme ça. Ça prend du temps, c'est question de temps. Enfin, moi, envoyer Oui, mes gamins là-bas pour me faire des nœuds dans le bide tout le week-end en me disant qu'est-ce qu'ils font, ils sont avec qui, etc. C'est aussi mes limites. Ça parle aussi de mes limites. Et je pense que j'en aurais pas été capable. tout à fait. Donc, voilà, autant faire aussi ce qui nous convient. Mais il y a un moment, il faut pouvoir aussi se poser des limites. Et une phrase que j'emploie beaucoup aussi, c'est la réalité de leur père. Je dis souvent à mes enfants, tu fais avec la réalité de ton père. Enfin, c'est leur père, il est comme ça. Et c'est pas à moi de pallier. Enfin, je vais pas pallier à vie là-dessus, quoi. Mm. Mais ça coûte et c'est pas simple. Pas Tout à idéalisé non fait. plus. Ouais, mais c'est pas évident de, effectivement, de pas idéaliser, pardon, l'autre parent peut-être. Et après, est-ce que tu crois que tu aurais eu la même vision des choses Ah, si c'était lui peut-être qui t'avait pas. quitté? Effectivement, parce que je pense que quand on est quitté, on a peut-être un petit peu plus de rancœur et un petit peu moins envie de se montrer arrangeant. Mais moi, ma réflexion à ce moment-là, c'était vraiment pas vis-à-vis de lui, l'arranger, lui faire plaisir ou pas. C'était vraiment protéger mes enfants. Ouais. Voilà. Toi, c'était ça Ouais. que tu avais en tête Ouais. en premier, quoi. Alors après, je sais pas. Et S'il m'avait planté très, très salement, etc., je pense que j'aurais quand même eu du mal à envoyer mes gamins au charbon en disant tant pis, je lui fais payer à lui. Je suis pas sûre. Mais c'est une question qui mérite d'être c'est pas évident, réfléchie. hein, de Ouais. toute façon. Je pense que j'étais tellement dans ma Et... culpabilité d'imposer ça à mes enfants, cette séparation, ce nouveau ouais. départ, etc., que dans tous les cas, je pense que j'aurais quand même essayé de les préserver. Voilà. Ouais, Voilà. d'arranger les choses Pour au eux. mieux C'était pour eux, pas pour quoi. lui. Moi, De les faire voilà, c'était passer pas eux en pour lui que je le priorité. faisais. C'était vraiment pour eux et qui passent pas un week-end de merde, je ne sais où. Je comprends. Et je pense que, enfin, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, je trouve, comme réflexion, parce que à partir du moment où on est séparé, parce qu'effectivement, on pense forcément aux enfants en premier, mais qu'on est Oui, censé tout pas à fait. À un s'oublier moment, soi, il comme faut tu le lâcher disais si bien prise. tout à l'heure. Oui, Et c'est dur, c'est très très dur de ne pas avoir cette boule au ventre quand ils sont malgré tout avec l'autre parent qui est censé être parfaitement capable de s'en occuper et qu'on sache que ça se passe bien ou tout à pas ou qu'on fait. sache rien du tout Tout à d'ailleurs parce fait. qu'il y a des fois où c'est comme ça aussi. Et c'est très, enfin c'est pas du tout évident, je trouve des fois effectivement se lâcher Tout à fait. prise, ça demande beaucoup beaucoup de C'est recul vrai. et c'est pas facile dès le Alors départ après, juste une effectivement quoi. petite anecdote qui me vient. Euh, je pense que Bien sûr. moi, dans mon cas, le lâcher-prise est aussi venu quand j'ai eu des moyens de joindre mes enfants et vice-versa pendant leur séjour chez Mm. leur père. Avec les systèmes de tablettes, de logiciels, Oui. de machin, de tout ça, il y a eu un moment où ma fille m'a quand même dit, quand elle était plus jeune, je t'appelle pas parce que je ne sais pas si papa il sera d'accord. Je dis, mais attends, Bichette, bien sûr, enfin, Mm. demande à papa. Sauf qu'elle avait cette crainte-là, donc elle passait une semaine sans jamais téléphoner. Et la période, la phase où ils ont eu, pas forcément, enfin un téléphone, pas forcément un téléphone ou je dirais du Messenger, du Snapchat, il y a des applications maintenant qui permettent comme Mm. ça d'échanger. Oui À oui. partir du moment où ils ont ce truc-là, je pense que nous, en tant que maman, ça aide aussi. Moi, je sais que ma fille, je l'envoie chez son père, c'est pas l'idéal, elle est pas très contente d'y aller. N'empêche qu'en cas de souci, elle m'appelle. Et il y a des week-ends où, quelques heures, elle Oui, m'envoie un c'est texto, rassurant. qu'est-ce que tu fais, maman, je m'ennuie, machin, truc, muche. Et voilà, j'ai l'impression que je peux être quand même joignable et accessible à distance et que du coup, je pourrais intervenir si souci. Alors que quand ils sont complètement dans le néant et qu'on n'a pas de nouvelles pendant une semaine, en tant que maman, c'est raide, quoi. Donc, mon hypothèse, c'est que le lâcher-prise est venu aussi avec cette capacité à se communiquer ensemble. Voilà. Sauf que c'est pas du lâcher prise, puisqu'en réalité, tu continues à t'inquiéter de ce qui se Non, passe là-bas, alors non, 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 je alors qu'ils sont pas m'inquiète avec pas, je toi. fais ma vie, mais je suis rassurée par le fait de savoir que eux, s'ils ont quelque chose, ils peuvent me contacter. Non, Hmm. non, moi, quand ils sont pas là, ils sont pas là et je m'en rends pas du tout malade. Parce que je sais que de toute façon, s'il se passe quelque chose, ma fille pourra me joindre. Mais elle est censée appeler son père en premier, puisque c'est Oui, mais son elle temps de va pas garde. appeler son père en disant je m'ennuie, papa est vilain, voilà. Mais oui, tu as Non, on raison. est d'accord. Mais c'est vrai que
ça veut dire que toujours, mais je sais parce que enfin, on vit la même chose évidemment, je pense un peu toutes, hein, mais malgré tout, on a envie de savoir finalement ce qui s'y passe et comment ça se déroule pour eux et Savoir si s'ils tout vont va bien, bien. oui. Et voilà, t'as plus envie de les voir, Oui. mais en même temps, s'ils étaient là ou pas loin, ce serait pas mal, quoi. Moi, j'ai atteint C'est très un seuil ambivalent comme de sentiment. sérénité quand même par rapport à l'âge. Vraiment, le fait qu'ils Ouais, grandissent, qu'ils soient plus équipés pour comprendre les choses, pour tout ça, c'est pas la même chose d'expédier une petite gamine de 4 ans et d'envoyer une jeune fille de 10 ans. Enfin, ouais. ça prend plus sens, elle explique Ah plus les bah, choses, ouais. elle comprend. Et je pense que cette sérénité-là et ce qui m'a permis à un moment de dire merde, maintenant tu les prends, tu te débrouilles, c'est qu'ils ont grandi et après, rapidement après, qu'ils étaient joignables. Voilà. Oui. Et bah non, mais c'est sûr que ça, c'est important ce que tu dis, enfin intéressant, parce que, enfin important et intéressant même, mais c'est parce que je trouve qu'effectivement, moi, par exemple, j'ai été dans le cas contraire où ils étaient très très petits, enfin j'avais un bébé de quelques mois, par exemple, dans les bras. Alors là, lâcher prise C'est pour le terrible. confier à l'autre, même si c'est son parent, c'est une torture, hein, pire que ça même. Et donc, effectivement, moi, je vois aussi le fait qu'ils grandissent et le Tout fait à qu'ils aient la fait. parole, qu'ils sachent Tout à fait. raconter, qu'ils sachent dire. Alors après, il Oui, faut faire la part des oui, choses dans ce qu'ils racontent aussi. Et c'est là que c'est difficile, hein, parce qu'il ne faut pas se retrouver à porter de fausses accusations, éventuellement, parce mhm, qu'il y a toujours le doute en premier, bien évidemment. Et puis, tu disais, par exemple, tout à l'heure, là, que tu as des passes où ils veulent plus y aller. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi avec ma fille aînée, par exemple. Et je sais qu'on est beaucoup à rencontrer cette phase-là, qui peut être mhm. plus ou moins longue. Et c'est vraiment très Tout à difficile, fait. je trouve, à gérer, parce qu'en même temps, bah, sur le papier, pour en revenir au jugement, tu es censé bah, voilà, les confier quoi qu'il arrive. Le fait que juste ils s'ennuient ou que le nouveau conjoint ne plaise pas ou que je sais pas quoi, ben, c'est pas une vraie raison, entre guillemets, pour ne pas les confier à l'autre, mais qu'en même temps, ne pas accepter ou entendre le mal-être de C'est son compliqué. enfant à un moment donné, Ouais. c'est difficile, hein, ouais. Donc, je ne sais pas si toi, tu en as parlé du coup avec tes enfants qui sont quand même là pour le coup plus grands et comment ça se Alors, passe, comment vous envisagez peut-être ou pas les choses. moi, je pense que le refus actuellement n'est pas en lien avec leur père, mais en lien avec les choix qu'a fait le père. Je m'explique. Il a choisi d'aller habiter dans un hameau extrêmement perdu, alors que nous, on est en centre-ville. Il a choisi d'aller habiter à 1 heure de chez nous, ce qui fait que mes enfants n'ont pas aucun ami et aucune Mm. possibilité, aucune activité le week-end, alors qu'ici, ils ont leur club sportif, les copains dans toute la rue, etc. Voilà, donc c'est pas contre leur père, Mm. c'est que véritablement, ils s'ennuient terriblement. Je pense que c'est littéralement impossible de dire au papa qu'ils n'ont pas envie de venir parce qu'il va être estomaqué Mm. et puis comme disent les enfants, ben après il va nous engueuler. Donc pour l'instant, on biaise. Là, j'ai expliqué Ouais. vendredi à 18h que comme c'était la rentrée, on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire et que s'ils pouvaient les ramener dimanche à midi, ce serait vachement bien parce qu'il y avait beaucoup de travail. Voilà, donc c'est pour l'instant, c'est ce Mm. que je vends aux enfants en disant on va s'organiser. Mes enfants font des compétitions sportives régulières et donc ont souvent des compétitions le week-end. Donc je leur ai dit, on dira qu'il y a compétition. Quand il y a compétition, vous n'irez pas. Enfin voilà. Pour l'instant, on est dans un petit peu allégé. Mais enfin, moi, j'ai aussi besoin qu'ils ne soient pas là de temps en temps essoufflés. Donc, je ne suis pas pour, voilà, je Je suis pas comprends. pour non plus tout annuler. Mais je comprends que sur un ado, pré-ado de 12 ans, qui a un programme chargé avec tous ses copains et son sport, aller s'enterrer dans un trou tout le week-end, même s'il emmène sa PlayStation, il s'emmerde, quoi, réellement. Donc, je pense que voilà, Normal, ouais. c'est à prendre en considération et voilà, pour l'instant, j'ai dit aux enfants, on ne peut pas dire à papa qu'on n'a plus envie de venir parce que ça lui fera de la peine, mais on peut essayer de voir pour alléger. Mm. Je me dis peut-être que je vais voir aussi pour qu'ils viennent plutôt le samedi matin plutôt que vendredi soir. Enfin voilà. Ou déjà, s'ils les ramènent, Mm. c'est vrai qu'avant, quand ils les ramenaient le dimanche à 18h, c'est un peu raide parce que moi, ils n'emmènent pas leurs devoirs scolaires là-bas parce qu'ils sont pas, c'est compliqué pour eux de travailler là-bas. Du coup, nous, on se tapait tous les devoirs en rentrant. Donc là, j'ai négocié qu'ils les ramènent à Ah 16 ouais. heures, ce qui permet d'avoir 2 heures de devoirs en rentrant. Donc je me dis que peut-être là, je vais négocier de manière régulière qu'ils les ramènent à 14 heures, par exemple. Comme ça, ils auront un petit peu de week-end ici, les devoirs ici.
ce sera peut-être un peu moins pire. Donc, pour répondre à ta question, quel est mon plan de bataille? C'est d'alléger pour l'instant. Et puis après, effectivement, si les enfants à 14 ans, tous les deux, maintiennent mordicus, qui ne veulent plus y aller, je les aiderai à solliciter le juge. Mais je pense que ce n'est pas simple, que ça passe par certainement une médiation, comme tu disais, une enquête sociale pour vérifier si ce n'est pas la maman qui influence, etc. Moi, ça me barbe de tomber là-dedans. Donc, je mise plutôt sur le bon sens du papa, qui va peut-être se dire qu'à un moment, oui, quand on a une fille qui joue dans une équipe départementale de sport, il faut qu'elle soit dispo le samedi pour aller au match, etc. Et puis qu'ils nous embêtent pas trop, quoi. On verra. Et parce que donc lui, il travaille toujours sur son même rythme, il n'a pas changé de travail, il a travaillé 7 jours sur 7, les week-ends, donc il n'a pas, enfin, quoi qu'on en dise, il travaille, donc on ne peut pas lui enlever ça quand même dans tous les cas. Et je suppose qu'évidemment, il n'a pas prévu de changer de travail pour changer, pour s'adapter au mode de garde. Mais tu vois, je trouve que contrairement à ce qu'on se racontait peut-être un petit peu hors antenne tout à l'heure, c'est peut-être une des différences. Nous, on organise tout notre travail en fonction de nos enfants. Eux, ils choisissent un travail, ils font ce qu'ils peuvent. Et ça, je l'ai souvent dit à mes enfants. Je dis, tu sais, moi, j'ai choisi un travail où je ne travaille jamais le week-end, j'ai la moitié des vacances scolaires et je suis là pour vous tous les soirs. Même si vous trouvez que je rentre tard et vous êtes ronchon, moi, je suis là. Lui a choisi son travail en disant, moi, j'ai envie de faire ça comme travail, merci, au revoir, et peu importe les contraintes. Et je pense que c'est effectivement une différence majeure. Moi, j'ai refusé des postes par rapport à mes enfants. Lui, il ne s'est jamais, ne serait-ce que posé la question. C'est ça. Et du coup, tu penses que ça t'a peut-être freiné professionnellement, mais ou tu penses que malgré tout, tu serais arrivé au poste que tu as aujourd'hui malgré. Je ne pense pas que ça m'a freiné professionnellement parce que j'ai réussi à évoluer. Voilà. Je pense par contre que ça m'a épuisé, que ça m'épuise. C'est-à-dire que si j'étais pas dans cette configuration familiale-là, ce serait beaucoup moins compliqué de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais j'arrive à faire mon travail et à avoir le poste que j'occupe, mais je pense que ça me demande une montagne d'énergie beaucoup plus importante que si j'avais quelqu'un qui prenait le relais pour les enfants, évidemment. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça t'a freiné dans d'autres choses? Est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure de sacrifice, on parlait d'avoir une vie à soi. Alors, j'allais dire ça du tac au tac. Je pense que ça freine dans la vie à soi, ça c'est une certitude. Je pense que ça freine dans la vie sociale de manière générale, dans la vie associative, dans la vie sportive, dans tout ce qu'un adulte normalement constitué peut avoir envie de faire et se trouve coincé parce qu'il est tout seul à gérer 2 gamins à 18h le soir en rentrant du boulot. Ça, c'est indéniable. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Parce qu'on n'a pas parlé encore, par exemple, de la vie amoureuse. Je ne sais pas si s'est passé des choses ou pas pour toi, et si tu veux l'aborder ou pas depuis ta séparation. Mais est-ce que tu penses aussi que, voilà, rien que les premières années où tu as eu tes enfants, quasiment non-stop, ou voilà, c'est aussi un sacrifice, mine de rien, de mettre sa vie de femme de côté. C'est pas forcément un choix, parce que en fait, c'est juste qu'on ne l'a pas. Commenter par rapport à tout ça? Alors, vis-à-vis de la vie affective et conjugale et retrouver quelqu'un, je pense que c'est un frein indéniable, dans la mesure où pour moi, il y a 2 possibilités. Petit 1, on décide d'engager quelque chose de sérieux avec quelqu'un et on est obligé, au regard de nos enfants qu'on a quasiment tout le temps, de venir mettre le bonhomme dans la maison avec les enfants, parce que sinon on ne le voit pas, puisque les enfants sont toujours là. Soit on décide d'avoir une relation avec quelqu'un uniquement sur le temps où on n'a pas les enfants. Et là, forcément, comme ce n'est pas très fréquent, le monsieur peut vite se lasser ou en avoir marre. Donc là, le frein, il est massif. Et moi, comme je l'ai déjà expliqué, divorcer, j'ai trouvé ça... c'était vraiment pas quelque chose que j'avais prévu, comme tout le monde, j'imagine. Personne n'a prévu de divorcer. Je l'ai vraiment vécu comme un échec personnel et ça a été compliqué pour moi. Et du coup, je suis extrêmement, extrêmement vigilante et je me mets beaucoup de freins. Et actuellement, je n'ai jamais présenté quelqu'un à mes enfants. Parce que pour moi, avec un échec, si je leur en présente un, c'est le prochain jusqu'à la mort, quoi. Je me mets beaucoup la pression là-dessus. Donc évidemment, c'est pas facile.
Bah, après, de toute façon, c'est encore une fois chacune ses limites, enfin, ou chacun même, mais ça, c'est. Il y en a d'autres Tout à pour fait. qui Et ça va c'est être tout à fait l'opposé. respectable. Enfin, voilà, ça, c'est en Tout à fonction du fait. vécu, effectivement, Bien qui est sûr. propre à chacun. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir justement des points de vue différents à ce sujet-là. Mais c'est certain que le fait de ne pas avoir de temps libre, C'est c'est compliqué. déjà, je pense, le Bien premier sûr. Bien problème. sûr. Et est-ce que tu penses que ça t'a freiné aussi, même socialement, avec Bien tes sûr. amis, tes collègues, ta famille Alors, c'est pas que ça freine, c'est que ça a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment, là aussi, deux possibilités. Soit on décide d'embarquer les gamins, mais ce n'est pas toujours possible. Soit on décide de ne pas les embarquer, auquel cas Hmm, on prend une babysitter. La babysitter, il faut la payer, donc forcément, de facto, on fait des choix. c'est ça. Alors, elle va m'écouter, donc je vais parler d'elle, mais j'ai eu une chance immense quand je suis partie il y a 6 ans, c'est que j'ai trouvé une jeune fille qui est littéralement une perle, qui est devenue maintenant ma meilleure amie, et qui m'a littéralement sauvé la vie parce que j'avais une confiance totale, parce qu'elle était toujours là pour mes enfants, et parce que c'était la béquille qui manquait pour que je puisse tourner tant professionnellement que socialement. Hmm. Et voilà, donc avec elle, j'ai pu m'en sortir avec un coût au départ, mais en tout cas, je pense que c'est essentiel en tant que femme seule d'avoir un réseau autour de soi qui soit familial. Alors moi, ma famille habite à 800 km, donc c'est pas possible que ce soit familial ou Ouais. babysitter ou amical pour faire des relais, parce que sinon, tout seul avec ses enfants, évidemment, on est impacté dans notre vie sociale, sportive, associative, etc. Bien sûr. Et est-ce que justement, au moment où tu as décidé donc de quitter ton mari, tu étais très Ah entourée? Comment ça s'est non, passé? Est-ce que tu ah non, savais non, non. déjà Moi, sur qui tu pouvais quand j'ai quitté compter mon mari, j'étais seule au monde, à 800 km de toute ma famille. Je suis partie avec mes gamins et 3 cartons parce que j'ai décidé que dans la mesure où mon mari restait dans la maison qu'on avait en commun et que mes enfants allaient y revenir, je voulais pas qu'ils soient dans une maison vide. C'était déjà bien assez glauque comme ça. Donc, je suis vraiment repartie de zéro et j'ai déménagé toute seule avec une copine, hein. On a galéré pour la machine à laver et tout ça, tout ça. Voilà. Je comprends. Donc, non, j'étais C'est lourd. absolument pas entourée. C'est pour ça que je me suis rapprochée d'une entreprise de babysitting et que j'ai dit il me faut une perle et que j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai pas pris la première, j'en ai reçu deux, trois qui n'étaient pas terribles. Et quand on m'a présenté celle-ci, pour l'anecdote, elle travaillait déjà à la crèche où étaient mes enfants quand ils étaient petits. Donc, je la connaissais de vue et Super. ça a vraiment été une béquille incontournable qui m'a permis de faire tourner la maison et de travailler aussi et de travailler. Je pense que quand on se retrouve seul, le fait d'avoir un réseau qui soit familial ou amical ou une babysitter, c'est essentiel. Moi, je lui ai toujours dit que c'est elle qui me permettait de faire tourner, de dépasser l'amplitude horaire par rapport au périscolaire, etc., etc. Et elle est tellement formidable que je l'ai encouragée à reprendre les études et qu'elle est désormais éducatrice spécialisée. Donc, je suis très fière d'elle. Voilà, Ah, génial. Ah, et ça, c'est super chouette. Ce tout sont des à beaux fait. liens, même pour tes enfants. Elle est Après, invitée à tous c'est les super. anniversaires, elle est Et invitée à tous les Noëls. Elle fait véritablement partie de la famille. Et je pense que ah, c'est toute seule, chouette. je m'en serais littéralement pas sortie. Et avec la garde d'enfants, enfin avec cette personne, il y a aussi ce que je lui dis tout le temps, c'est la sérénité d'esprit. Je pense que quand on est seul avec ses enfants, Mm. moi, quand je sais qu'elle est à la maison, en termes de charge mentale, mes enfants sortent complètement de mon esprit parce que je suis tranquille à 100%. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est Tu es essentiel, rassurée. vraiment. Donc là, il n'y a plus de Snap, de Exactement, Messenger, de... exactement. Mais alors, ça permet de rebondir sur quelque chose qui est capital, je crois, quand on se retrouve en solo. C'est Ouais. l'aspect financier. Toi, tu dis, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir la possibilité, et Avec la tant mieux, CAF, hein, je évidemment, disais de 4 à de 6 ans. payer De 4 quelqu'un. à 6 ans, il faut savoir que la CAF Oui. aide vraiment, en fonction du quotient familial évidemment, mais aide vraiment. Moi, c'est une salariée que j'avais à domicile. Ça coûtait un rein. De mémoire, c'était 20 euros de l'heure. Là-dessus, la CAF m'en finançait quasiment la totalité. Moi, je payais presque rien à l'entreprise qui nous mettait en Ah ouais? relation. Bah, tu vois, moi, c'est quelque Si, chose si, dont on m'a jamais parlé. il y a un volume mensuel à pas dépasser. De mémoire, je ne pourrais pas redire, mais je pourrais chercher. Et moi, ça me Mm, coûtait mm. quasiment rien. Alors après, aux 6 ans de ma fille, là, c'est Ah ouais. devenu extrêmement compliqué. C'est aussi, quand on prend un salarié à domicile, c'est aussi quelque chose qu'on déclare aux impôts. Donc, entre ce que payait la CAF, Ah ce oui. que payait la CAF à ma place et Mm. les impôts qui m'en rendaient la moitié, ça me revenait à rien du tout. Et après, quand ma fille a eu 6 ans, là, c'est devenu une autre paire de manches. Et évidemment, je me suis alignée sur ce qu'elle percevait au sein de l'entreprise, quand elle venait chez moi par le biais de l'entreprise, en enlevant les charges, Mm. etc. Et je la payais de la main à la main, mais je me suis alignée
de mémoire un tarif de 10 euros de l'heure parce que c'était ce qu'elle percevait avant. Et le fait que j'ai des aides ou pas d'aide, elle, il n'y avait pas de raison de lui baisser son salaire 80%, juste voilà. Donc, par le biais d'une association, une entreprise s'était facturée 20 euros de l'heure avec les charges, leur com, etc. Et en direct, la nana, en fait, elle touchait grosso modo le SMIC, 10 euros de l'heure, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je la payais après. Voilà. Et maintenant, on est tellement amis que quand je lui demande de l'aide, elle me dit « Tu rigoles, je serais ravie de les garder. On va aller faire du shopping, ça va être génial. » Donc, c'est chouette. Ah, donc en fait, le meilleur conseil, c'est de trouver quelqu'un qui est d'abord la babysitter, ensuite une amie, et tu payes plus rien. Et puis, mes enfants n'ont plus besoin. Maintenant, je suis à un stade, alors aussi en lien avec mon travail, parce que j'ai un travail très prenant et j'ai notamment des astreintes. Alors ça, c'est compliqué quand on est solo. J'ai accepté un poste avec des astreintes. Une semaine tous les 15 jours, grosso modo, je dois être prête à décamper jour et nuit. Et j'ai beaucoup briefé mes enfants parce que moi, à la maison, je suis toute seule avec eux. Alors, c'est anecdotique, ça va faire rire, mais peu importe, j'assume. Nous avons pris un chien pour rassurer les enfants, parce que quand maman, elle part à 2 heures du matin, je me dis, c'est quand même pas mal. Et donc, j'ai briefé à l'époque, c'était en 2018, mes enfants avaient 9 ans et 7 ans. Ils étaient encore petits. Hein. Et donc, je les ai briefés en disant, tu sais que maman est d'astreinte, je répétais ça tous les jours de la semaine, tu sais que maman est d'astreinte, si je dois partir au milieu de la nuit, de toute façon, je pose le téléphone devant la porte de ta chambre, comme ça, quand tu vas faire pipi au milieu de la nuit, ou si tu te réveilles, que tu vois le téléphone, tu sais que je suis partie, tu appuies sur le bouton préenregistré et je décroche immédiatement. Et finalement, j'ai jamais trop eu à partir au milieu de la nuit, et puis mes enfants ont un sommeil de plomb, donc ils se réveillent jamais la nuit. Par contre, j'ai déjà eu à partir en soirée, et ça c'est pareil, c'est pas une mince affaire. Hein. 19h30, on met la table, on s'assied, je sers la soupe, le téléphone sonne. Écoutez, mangez la soupe, allez vous coucher, faites ce que vous pouvez, je reviens plus tard. Ça, c'est pas facile. Donc, quand ils étaient plus petits, j'appelais la fameuse copine en disant, je suis partie au galop, arrive quand tu peux, elle arrivait. Et maintenant, ils restent tout seuls et ils se gèrent. Ouais, donc c'est vraiment une histoire de… Oui, ils ont grandi tout à fait. Et c'est plus ça facile. Ça aide vraiment quand ils grandissent. Dès que ça gagne un petit peu en autonomie, ça aide vraiment. Là, j'ai actuellement, à 10 et 12 ans, j'ai plus aucun frais de garde. Ils sont complètement autonomes. Ma fille en CM2, moi, je pars le matin, je dépose mon fils au collège au passage à 7h30. Ma fille, elle se gère, elle va à l'école en vélo. Elle revient en vélo le midi, elle réchauffe son assiette que j'ai préparée, elle repart en vélo, elle revient le soir, et mon fils rentre tout seul du collège le soir. Et là aussi, le chien a un rôle essentiel parce qu'ils sont avec le chien. Donc, c'est formidable. Ça paraît couillon, hein, mais je pense que c'est des détails. Si eux, ça les rassure, allons-y gaiement, vraiment. J'entends. Franchement, non, puis je comprends totalement. Je pense que moi-même qui va certainement aller vivre en pleine campagne là dans quelques mois, franchement, l'idée est déjà en tête. Je veux dire, à un moment donné, en étant seule avec eux, je pense que c'est quelque chose qui est rassurant, effectivement. Et bon, même si du coup, moi, là, j'aurais de la famille plus près et tout ça, mais quand même, c'est… pour les enfants aussi, ça fait une présence qui est importante. Alors, il y a quelque chose, je reviens sur ta question de tout à l'heure en termes de frein. Le fait d'être seul, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu en parles là avec ton histoire de race campagne, c'est le frein, je dirais, immobilier ou de l'habitat. Moi, je sais que le fait d'être seule avec mes enfants m'a réellement conditionné à faire des choix en termes de logement que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été seule, dans la mesure où je suis partie du postulat que je travaillais énormément, que mes enfants allaient devoir être autonomes, qu'ils devaient pouvoir aller aux entraînements de sport sans moi, à l'école sans moi, à la piscine sans moi. Et de ce fait, j'ai choisi expressément pour eux d'acheter une maison en centre-ville que j'ai payé 3 fois plus cher que si j'habitais dans un patelin à 10 bornes. Mais Bien sûr. Me suis dit, pour l'école, voilà, je ne serai pas présente et à n'importe quel moment, je peux partir. Donc, il faut qu'ils puissent être autonomes. Donc, effectivement, ma maison, je me suis endettée. Elle coûte cher. J'habiterais 10 bornes dans la campagne, j'aurais payé moitié prix. Mais pour moi, c'était non négociable. Donc, c'est encore un truc qu'on fait pour les enfants. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait en tout cas. Oui, c'est ça, mais tu réfléchis effectivement en termes d'organisation, parce que comme tu es toute seule à tout gérer, tu es obligé, quoi. Je crois qu'en fait, à partir du moment où on est solo, déjà, à partir du moment où on est maman, je crois que tout tourne autour de ses enfants, mais alors encore plus quand tu es solo, c'est l'évidence. Je crois qu'avant de respirer, tu penses à tes enfants. Il n'y a pas de choix. C'est vraiment une anticipation. Enfin, moi, j'ai la notion de charge mentale là, qui émerge depuis quelques années, qui est devenue très à la mode, je pense, illustre une vraie réalité et un
un vrai truc que traversent des gens. Enfin, moi, je vis 5 journées en une. Je pense à moi, je pense à mes futures réunions que j'aurai à faire dans la journée. Je pense à la journée de ma fille en me disant, il est midi 10, alors normalement à midi 15, elle m'appelle. Si elle ne Mm. m'a pas appelé à midi 15, c'est peut-être qu'elle s'est fait renverser sur la route. Il faut que je surveille l'heure, etc. Je pense à mon gamin, C'est ça. etc. Et c'est, voilà, c'est, oui, bien sûr, on vit. C'est C'est sans sans fin, fin, c'est surtout. beaucoup, beaucoup de réflexion et d'organisation. Je soutiens aussi que le fait d'être organisé, je pense que c'est essentiel quand on est seul parce que sinon on coule à pic. Quitte à être un peu rigide, on en a déjà échangé ensemble, Sylvie, quitte à être un peu Ouais. rigide, moi, il y a une organisation rigide, militaire, non négociable sur la douche, les tâches ménagères, etc. Parce que sinon je me fais déborder et que je n'y arrive pas en fait. Mais alors après, ça renvoie à chacun, les besoins de chacun et les capacités de Oui. chacun. Voilà, moi, pour moi, c'est comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne avec les enfants. Si chacun, si d'autres ont d'autres solutions et qu'elles fonctionnent, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et voilà, je pense que le fait d'être seul Oui, oblige oui. aussi à cette rigueur quasi militaire parce que si on part de la maison à 8h30 et que c'est le bordel parce qu'on n'a pas rangé, eh ben on reviendra à 18h30. Le mari, comme il n'est pas là, fatalement, il n'aura pas rangé. Et donc, on se retrouvera avec la même merde que le matin. Oui. Donc voilà, j'ai mis en place toute cette organisation-là pour sortir la tête de l'eau, quoi. Mais c'est usant, c'est fatigant. Oui, c'est ça. Je pense que ça rajoute, en fait, moi, effectivement, on en a déjà parlé. Je ne suis pas dans une organisation aussi militaire, mais une fois de plus, les enfants Oui, n'ont pas le bien même âge et sûr, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et puis, effectivement, chacun fait en fonction tout de à ses fait. capacités, à l'instant Et T, au moment qu'il aime, et ce qui avec la convient à ses fatigue, enfants et et ce qui avec le convient reste. à Tout à lui. fait. Tout à fait. Oui. Moi, je sais que mes enfants sont futés, que si je donne un avantage un soir du genre on va regarder un film, et bien évidemment le lendemain ils vont le redemander, puis le redemander, et puis on part pour une semaine de galère parce qu'ils considèrent que c'est acquis. Donc par principe, je préfère dire que la semaine il n'y a pas de film. Point. Mais c'est parce que c'est ce qui nous convient à Ouais. nous. Et puis voilà, l'essentiel c'est Tout que à fait. ça tienne la route, quoi. Oui, et puis je crois que c'est aussi quelque chose qui est très évolutif parce que c'est en fonction de l'âge, en fonction de si c'est les Tout à vacances ou fait. si c'est l'école, c'est en fonction de, j'en sais rien, moi, de la période de l'année. Je pense qu'on est tous conscients que, par exemple, en Tous hiver, on devant est tous plus un Netflix, peu, bon, c'est clair. voilà, mis à part, hein, évidemment, les 18 mois qu'on vient de passer, évidemment, mais en temps normal, on va dire, dans une vie normale, évidemment qu'on est content d'être chez soi en hiver un peu enfermé. Je pense que là, maintenant, plus personne ne supporte l'idée d'être enfermé chez soi. Mais non, mais c'est ça. Je pense que l'hiver, Bien tu lâches un sûr, peu plus sur les bien écrans sûr. peut-être, que l'été, tu es en Tout vadrouille à partout fait, tout à dehors. fait. C'est Hmm, évolutif, oui. oui, bah c'est après c'est comme C'est avec les ça, enfants déjà de base c'est dans ça. n'importe quelle famille, hein, ça c'est sûr et certain. Est-ce que par exemple le fait du coup d'être toute seule avec tes enfants, ça t'a empêché de faire des choses? Donc on a parlé de la vie Mhm. affective, la vie sociale, le travail. Donc tu parlais aussi, c'était intéressant par rapport au logement, mais même pour toi, effectivement, de faire du sport, si, je sais pas, si tu étais, par exemple, passionné de théâtre, de faire du théâtre, de partir en vacances, est-ce que, voilà, tu as eu des freins par rapport à tout ça, pour des choses qui peuvent paraître banales, mais qui peuvent être finalement des choses qu'on met de côté Mhm. parce que c'est compliqué Oui, quand on est oui, tout solo, à fait. quoi. Alors, les vacances, moi, mon travail me donne en systématique la moitié des vacances scolaires. Donc, par principe, j'ai les enfants, donc je pars avec eux. Là, pour le coup, je m'imagine mal Hmm. partir au bout du monde aux Maldives toute seule sans eux. Enfin, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Donc, les vacances, non. Par contre, tout ce qui est loisir, oui, évidemment. À chaque fois qu'on a une envie, on réfléchit en se disant, bon, alors j'ai envie de faire du yoga. OK, ça coûte 100 balles à l'année. OK, ça va me coûter 10 balles de babysitting la séance. Bon, je vais peut-être regarder une visio sur YouTube, ça ira bien. Voilà, donc ça c'est sûr. Et puis la charge de travail, la fatigue. Moi, je commence Hmm. là, c'est la deuxième année où je m'autorise à faire des choses pour moi, en lien avec le fait que je me suis fâchée avec mon ex-mari et que maintenant il se débrouille. Mais au niveau des modes de garde, je dirais, Hmm. enfin au niveau de l'alternance, une semaine sur deux, il assume. Donc ça fait 6 ans que je suis divorcée depuis le mois de juillet, enfin que je suis séparée, 4 ans divorcée. C'est la deuxième année où je m'autorise quelque chose. L'année dernière, j'ai repris une activité sportive. Le lundi soir à 18h30, je partais en disant salut, je reviens à 19h30. C'était incroyable. Les premiers jours, tu as l'impression de c'est Ouais. Noël. Et cette année, j'ai mis la barre au-dessus. J'ai dit cette année, reprise d'une activité sportive plus intense, à savoir de la natation. Enfin, je vais nager à la piscine, ça fait du bien à la tête et au corps.
Et là, ça se goupille bien parce que la piscine est juste à côté du gymnase. Donc, ça se goupille bien. Je me suis calée sur les horaires de mes enfants et donc, j'en pose un à l'entraînement. Et au lieu de rentrer faire la boniche, le ménage, la popote, le machin, je vais nager et on fera le ménage tous ensemble après. Super, C'est formidable. Et puis, ce que je te disais parfait. aussi, c'est que j'ai fait le choix cette année de m'engager dans quelque chose d'associatif, enfin, à visée politique, aussi pour la stimulation intellectuelle et voir autre chose que mes gamins et mon boulot. Et idem, ça, c'est une réunion une fois par semaine. Donc, j'ai commencé avant-hier, c'était la première nouveauté. 19h45, Waouh, je suis partie en super. disant salut. Le repas est chaud, vous aurez juste à réchauffer l'assiette. Après, vous débarrassez, vous allez vous coucher, je reviens dans la nuit. Point. Je suis rentrée, ma fille m'avait fait un petit mot, maman d'amour, je t'aime, passe une bonne réunion. Et les deux étaient couchés. Oh. Et finalement, le monde ne s'est pas écroulé. Le monde s'est pas écroulé. Mais il a fallu Ouais, que c'est j'attende ça. qu'ils aient 10 et 12 ans et que je m'autorise à ça, en fait. C'est le fil conducteur, je trouve, un peu de ce podcast. C'est que pour toi, les enfants Ça ont change grandi, tout. ils sont autonomes. Il y a eu un cadre de poser pendant des années. Et finalement, maintenant, bah, alors, je ne vais pas dire tu revis, j'aime pas trop cette expression, mais S'autoriser. tu te Oui, permets, tu tout à t'autorises. fait. Enfin, voilà, c'est ça, à vivre d'autres choses surtout, quoi, et à penser à toi, peut-être Tout avant eux à aussi fait. des fois, même Tout quand tu à les as, fait. ce qui est, Du voilà, coup, pour les super. gens qui vont écouter le Donc, c'est aussi podcast, un j'ai nouveau envie de dire, chapitre. gardez espoir. Vous êtes sous la vague, ils sont petits, mais en grandissant, je vous promets que ça s'allège un petit peu. Ouais, Et c'est ça fait merveilleux. du bien. Et justement, est-ce que toi, tu aurais un conseil ou quelque chose que tu pourrais, si on avait, par exemple, là, une maman ou un papa qui s'apprêtait à se séparer de enfin, de son partenaire, on va dire, et voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Un conseil ou une astuce ou, je sais Bah, pas, ce que je un disais tout à mantra? l'heure, alors déjà, le mantra, c'est se faire confiance. Moi, je dis toujours ce que je ressens est bon pour moi. Ça veut dire qu'à un moment, si je le ressens, c'est qu'il y a une raison. Donc, se faire confiance, se dire qu'être un parent parfait, ça n'existe pas. Et que si on était parfait, ce serait hyper anxiogène pour nos enfants parce que ça voudrait dire qu'ils n'ont pas le droit à l'imperfection. Donc, déjà, se déculpabiliser par ça. Pour ça, dire qu'on fait de son mieux. Et puis après, pour moi, l'astuce, c'est ce que j'ai partagé il y a plusieurs minutes, c'est vraiment l'aspect organisationnel et puis le réseau. Avoir un appui. On n'a pas de Hmm. mec, mais on a toutes les mamans d'élèves copines, où on a une babysitter en or, où on a une mamie en or, ce qui permet de partager et d'alléger un petit peu la charge. Moi, c'est vraiment le choix que j'ai fait parce que j'avais pas le choix justement et qu'il me fallait quelqu'un. Et en après coup, je me suis dit, mais heureusement que je l'ai fait parce que ça m'a littéralement sauvé la mise. Voilà. Donc, tu es en train de me dire qu'il faut faire tout le contraire de ce que j'ai fait moi, ne surtout pas se retrouver à s'isoler, Je, ne pas tomber en je dépression t'apprécie énormément, Sylvie, mais et je rester pense que ouvert. malheureusement, c'est une réalité. Je pense que s'isoler avec ses enfants, Oui. enfermé à tourner en boucle avec ses problèmes, etc. Voilà. Il y a un Hmm. proverbe africain qui est extrêmement connu, que j'aime beaucoup, qui dit que pour élever des enfants, il faut tout un village. Et ça, moi, j'y crois. Et je pense Oui. que tout seul dans son coin avec ses gamins, on fait de notre mieux et c'est certainement formidable, mais je ne suis pas sûre que ce Oui. soit forcément ce dont ont besoin les enfants. Moi, avec la babysitter, voilà, Ni même avec la soi. babysitter, ils partagent plein de trucs. Ils font du shopping, ils font des trucs que moi, Hmm. j'aime pas faire. C'est un autre, ils se racontent leurs secrets de filles. Voilà, ils vivent, les enfants ont aussi besoin de ne pas vivre forcément avec nous. Et en tout cas, tant pour les enfants, mais surtout pour le soutien de la personne qui se retrouve seule, avoir quelqu'un autour de soi Oui. pour s'appuyer et s'étayer. Après, on a des fois pas le choix. On se retrouve des fois seul au monde, la famille Bah, est loin, évidemment. on fait ce qu'on peut. Mais dans ces cas-là, mon conseil, c'est se faire violence, se pointer à la sortie d'école, papoter, essayer de faire du lien. Moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un de solitaire et c'est pour ça que même si ma famille habite loin, ici, je ne connais pas grand monde également parce que je travaille énormément et que moi, les sorties d'école, je n'y suis jamais. Hmm. Et ben, quand je pose des RTT, j'y C'est vais, ça. je papote et ça fait 5 ans que mes enfants sont dans cette école. Je dirais, ça fait 1 an que je commence à papoter un peu avec des mamans et les connaître. Ben, c'est génial. Parce que le jour où on est à la bourre, on envoie un petit texto Hmm. en disant j'avais prévu d'aller la chercher, je peux pas, est-ce que tu peux y aller? Voilà. Et ça tombe pas du ciel, les amis, et ça tombe pas du ciel, le réseau, ça se construit. Et je suis sûre que quand on fait Oui. l'effort d'aller devant l'école, eh ben on se rend compte qu'il y a certainement une autre maman en galère. Moi, j'ai une connaissance de loin, pareil, seule avec ses 2 gamins, qui vient d'acheter une maison à 50 mètres de chez moi. C'est génial. On s'aide.
L'autre jour, elle m'a envoyé un Ouais. texto le jour de la rentrée en disant: Est-ce que tu m'autorises à mettre tes coordonnées sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence, à sortir mes enfants? Oh, J'ai dit super. évidemment. Et moi, c'est pareil, les années précédentes, j'avais personne à mettre sur sa liste, sur cette liste-là. Je mettais ma babysitter. Mm. Et tout le monde me disait: bah, t'as pas une mamie? Ben non, j'ai Ouais. pas une mamie parce que ma mamie, elle est au bout du Ben monde. non. Et voilà, ça paraît symbolique, mais quand on remplit le formulaire le premier soir et qu'on se dit: alors, en cas d'urgence, ben, j'ai personne, ça fait un sacré coup aussi. Ouais. Voilà, et C'est ben mettre la violent. voisine, la Ouais. babysitter ou une maman, ben c'est super. Et puis c'est aussi l'esprit de sororité qui est très à la mode en ce moment et qui, pareil, à mon avis, répond à un vrai Ouais. besoin. Moi, ça, j'y crois. On est là pour soutenir les filles. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on le sait que de toute façon, le nombre de mères célibataires, et on parle principalement d'elles là parce qu'on sait que c'est elles qui sont Mhm. majoritaires, hein, 84% des familles Bien sûr, monoparentales sont dirigées par des femmes. Effectivement, le fait d'être soror, c'est important. C'est pas évident parce que quand on se sépare, on se bien reconstruit sûr, d'abord soi, on prend voilà en charge ses enfants en premier. Il y a une histoire aussi, on n'a pas arrêté de le répéter, mais je crois que c'est quand même vraiment important bien d'âge. sûr. C'est que je pense que quand tes enfants sont grands, et que tu es déjà dans une routine, qu'ils ont déjà leur réseau Mhm. aussi, leur vie, leurs activités et tout ça, je pense qu'il y a une certaine facilité. Alors que forcément, quelqu'un qui se retrouve seul avec des enfants qui ont quelques semaines, Mhm. quelques mois ou quelques années qui sont peut-être pas scolarisés, franchement, Bien ça va sûr, vite même d'être isolé et c'est différent et c'est normal et c'est humain. Mais c'est vrai que, et moi je le reconnais parce que j'ai fait l'opposé effectivement, mais parce que c'est difficile à un moment donné, tu as la tête bien sous l'eau sûr. pour plein de raisons. Il suffit qu'en plus tu dormes pas la nuit, bon, c'est foutu, je pense. Tu es un zombie le reste du temps. Et c'est vrai que le fait de s'isoler, c'est un vrai problème et il y a énormément de mères célibataires qui sont isolées en réalité et à qui il manque ce petit contact, effectivement, pour pouvoir avoir Oui, une il en insuffisance, suffit d'un. Et comme puis, tu le dis, on a en fait, aussi pour... maintenant tout ce qui est réseaux sociaux. On peut être isolé chez soi, mais pour Oui, autant échanger avec 5 personnes super sur Instagram et se nourrir c'est ça. intellectuellement. Et c'est déjà une première piste. Ça ne sera pas Oui, du réseau organisationnel et de la praticité au quotidien, mais si déjà ça nous soutient moralement, et ben c'est peut-être ça qui donnera la petite confiance pour aller causer à la nénette qui attend devant le portail de l'école aussi tous les jours. Et oui. voilà, il ne faut pas négliger ça non plus. Oui, et puis ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, même Bien via les sûr, réseaux, on peut rencontrer des gens au final qui ne sont pas si exactement, loin que ça de chez nous. exactement. Et donc, du coup, ça peut être de vraies rencontres à un moment donné, au-delà de l'écran, qui sont aussi importantes. Et effectivement, comme tu dis, ça refait un contact, ça refait du lien. Et c'est vrai que ce que tu dis aussi par rapport enfin, au fait d'avoir un peu le cerveau en sommeil et du coup de le réactiver à un moment donné, je trouve que c'est très parlant. C'est quelque chose que j'ai rencontré en parlant avec voilà, plusieurs autres mères célibataires. C'est qu'à un moment donné, forcément, comme on a toute la vie qui tourne, Mhm. boulot, enfant, maison, et que tu n'as vraiment pas du tout de place pour autre chose, mais intellectuellement, c'est compliqué de se rouvrir, Tout de à se fait. resociabiliser, même de lire un bouquin sur un sujet Mhm. vraiment important, ou, voilà, d'avoir une discussion politique ou je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'en fait, tu as tellement la tête de prise par Mhm. effectivement toute la charge mentale que du coup, c'est super dur de passer à autre chose à un moment donné, parce que la grande difficulté, c'est que tu échanges avec C'est aucun ça, adulte au oui, c'est quotidien, en ça, fait. c'est ça. Moi, et, et ça, c'est un truc moi, dont j'ai on parle souvent dit en pas. rigolant que, alors maintenant ça va mieux, mais il y a des périodes et il y a des jours où je me levais le matin en me disant, mais Ouais, on me demanderait de choisir, mais j'irais bosser plutôt que rester avec les ouais, gamins. Parce qu'effectivement, moi, au boulot, je grave. vois du monde, ça fait mère indigne. Alors moi, j'assume complètement. Au bout de 6 ans, j'assume l'indignité. Mais on est Et beaucoup, voilà, je pense, il à y le a des jours où penser. je me dis, mais je Ouais. préférais tout boulot à gérer X salariés, à m'emmerder sur des problématiques, plutôt que gérer les deux qui se disputent, qui se tapent dessus et qui ont décidé, voilà, hein. C'est ça. Oui, oui, je pense que cet isolement aussi intellectuel, il est compliqué à gérer, bien sûr. Je crois que c'est ça qui est un peu peut-être une des choses les plus difficiles, enfin moi déjà pour moi, et puis parce que je l'ai rencontré avec d'autres, mais de vraiment, à un moment donné, il est 20h30, 21h, tes mômes sont couchés et tu parles toujours pas à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est de l'isolement et c'est compliqué de ne pas décharger de sa propre journée auprès de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on s'enferme, effectivement, au niveau enfin, intellectuel ou voilà, enfin, qu'importe la manière dont on le formule, mais parce que c'est difficile enfin, justement, après, quand tu rencontres des gens, tu aurais envie de tout raconter, et puis en même temps, tu peux pas C'est tout vrai, raconter. c'est Et c'est vrai. difficile de doser aussi parce que quotidiennement, tu Oui, as plus ce oui. partage, en fait, je trouve.
que c'est quelque chose qui manque à beaucoup, et ce qui est normal, mais c'est humain, mais c'est pas évident à Après, ça gérer non dépend plus, du quoi. coup de la situation professionnelle. Effectivement, moi, j'ai Bah oui, jamais bien sûr. cessé de travailler, donc j'ai toujours été stimulée comme ça au niveau du travail. Mais oui, pour Mm, les gens qui ne travaillent pas, oui, là, pour le coup, c'est vraiment, comme tu dis, on parle à aucun adulte de la journée, quoi. mm, Ouais. Et c'est ça, je pense ça. que le fait Et d'identifier ce truc-là, ça permet peut-être de l'anticiper et de le devancer. Tu vois, le fait qu'on en parle aujourd'hui, si ça peut servir à quelqu'un qui écoute de se dire, ouais, c'est vrai, je vois pas un rat, etc. Attention. Voilà, on dit toujours que quand on identifie le danger, on l'évite mieux. Et je pense que oui, ça, tu as raison, c'est une vraie mm. mise en garde. Les filles, faites attention, vous enfermez pas et n'attendez pas que d'être vraiment complètement recluse chez vous pour aller vers l'extérieur, si vous en êtes capable à ce moment-là, bien sûr. Voilà, et puis même si effectivement les réseaux sociaux sont merveilleux, aller parler à des vrais gens dans la vraie vie, non mais c'est parce que c'est vrai, parce que ça va vite hein, sur Bien Instagram sûr, ou Facebook ou qu'importe, mais de passer sa journée à parler à des gens derrière un écran, on le sait tous, c'est ça, enfin on est happé par cet écran et par ce qui s'y passe et parce que c'est ça ça. s'arrête jamais, surtout de jour comme de nuit évidemment, mais sortir de chez soi, prendre l'air, On se en retrouver revient à au discuter chien, avec quelqu'un Sylvie, en hein. Quand vrai. tu as un chien, tu Waouh! sors de chez toi Oui, et tu aussi. rencontres plein de gens. Parce que tout le monde te dit, ah, il est Ouais. Non, mignon, mais comment c'est il vrai, s'appelle? hein. Non, mais ça paraît Mm, anecdotique, mais c'est vraiment un tout, oui. Sortir de chez soi, aller chercher le pain, croiser quelqu'un, papoter avec la voisine, bien sûr, tu as raison. Je te rejoins complètement. mm. Et puis même, je pense que ça donne une visibilité dans un quartier, dans une ville, dans un village. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir eu peut-être honte d'être mère célibataire, d'être justement cette femme avec deux enfants toute seule et voilà, à un moment donné. Mais sans être stigmatisée, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui finalement m'a dit, ah mon Dieu, mais t'as pas honte justement de ton statut ou voilà. Et par contre, on est venu, bah, justement, on peut se retrouver avec des gens qui vont repérer qu'on est seul. Et justement, bah, tiens, on a Oui, l'exemple même de mon voisin là, qui vient de c'est vrai. toquer à l'instant pour me Oui, dire, hé, voilà, si tu veux, on continue la réparation de ta voiture parce que, bah voilà, on tout à sait que je fait. peux avoir besoin d'aide. On en a parlé hier et hop, on continue. Et finalement, c'est une sorte de lien qui se crée comme ça parce que les gens vont te redire, bah, si tu as besoin une Tout autre à fois, hop, fait. tu reviens Tu as raison. toquer, voilà, Mais parce que la honte, je reviens dessus, la honte, pour être clair, c'est clairement oui. moi-même vis-à-vis de moi-même et mes exigences envers moi-même, hein. Ah, mais bien C'est sûr. évident que j'ai jamais eu de regard et comme tu dis, les gens connaissant la situation ensuite sont plutôt effectivement extrêmement bienveillants. Ah ben, on sait que vous êtes toute seule, on va Mm. ramener votre fils du sport, etc. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Du coup, on a une visibilité, ce qui fait qu'après, on peut aussi recevoir des attentions et c'est chouette. Après, enfin, moi, j'ai mis des années avant de le comprendre parce que moi, je pense que j'ai un peu ressenti la même chose. Déjà, t'as pas envie d'aller déranger ou t'as pas envie de justement, parce que t'es mère célibataire, de le mettre Tout à en fait. avant Ouais, pour avoir ouais. de l'aide. Je crois qu'il y a ça aussi. Alors qu'en réalité, ben, sauf si tu t'en sers pas, ben, c'est là que tu te retrouves isolé ou que, bon, alors qu'en fait, c'est normal et naturel et que si on était en couple, on le Bien ferait. Donc, sûr, en fait, bien ça change sûr. rien. Voilà. Et effectivement, de pouvoir se soutenir, comme tu dis, à la sortie de l'école, repérer une autre Oui, maman oui. seule ou un autre Alors, c'est ce parent que seul, j'allais hein, dire, c'est qu'importe. qu'aussi, on peut C'est se important. compléter. L'année dernière, par exemple, j'ai couvert les livres d'un papa célibataire en garde alternée. Il s'est retrouvé avec sa Ah, pile de voilà. livres à la sortie, qui m'a regardé, qui m'a dit, oh, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, Ouh. divorcé depuis un an. D'habitude, ça tombe pas sur mon année, machin, truc nous, ça tombe pas sur ma semaine. J'ai pris la pile de bouquins et lui, il est venu faire des travaux dans mon jardin. Voilà, et c'est génial. Super, ouais. Et effectivement, si on va pas vers les autres et qu'on Mm. repère pas que lui, il est seul, que machin, que truc, on passe à côté de tout ce lien social. Mais il faut se faire Mm. violence parce que quand on va pas très bien, on n'a pas forcément envie de Oui, sortir, on n'a pas forcément c'est envie ça. d'aller vers les autres. Mais comme tu dis, se dire que bah, nous, on est seul et qu'on n'est certainement pas la seule du parking de l'école à être seule, et ben voilà, Ouais. il y a une dynamique à enclencher, c'est certain. Moi, je pense que même si ton voisin vient de sonner à ta porte, comme tu as dit, ça a pris plusieurs années, si Ouais. tu restes enfermé chez toi, la dynamique et le réseau ne va pas venir toquer à Ça la porte, arrive ça pas, c'est sûr. Il faut que la personne, elle c'est enclenche sûr. quelque chose. Mais on se rend compte qu'un petit enclenchement, bah, des fois, ça déclenche des trucs super derrière. Et osez, osez, mesdames et messieurs. Ouais.
Et oui, oui, non, mais je pense que tu as raison. Bon, pour en débattre des heures, mais c'est une certitude malgré tout. Après, bon, bah, c'est comme ça. On peut pas refaire tout ce qui s'est passé les années d'avant ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui se retrouve là seule, tu as raison d'insister sur ce village. Voilà, c'est une expression qui est beaucoup utilisée sur Instagram, mais qui est très parlante parce que c'est vraiment ça. C'est capital, effectivement. Alors, il peut être tout petit, c'est pas grave, hein, mais il peut s'étoffer au fur et à mesure des années. Voilà, mais il est important. Et juste, voilà, pour finir, si tu avais peut-être là, si on avait un maire ou une mairesse, un député, pourquoi pas un jour le président ou la présidente de la République qui nous écoutait, s'il y avait quelque chose qui pouvait être créé au niveau communal ou régional ou à plus grande échelle pour les parents solos, qu'est-ce que ce serait pour toi? Qu'est-ce qui Alors, manque dans là? un premier temps, pour résoudre la problématique de l'isolement, il faut rappeler qu'il existe des endroits qui s'appellent des lieux d'accueil enfants-parents, organisés en général par les municipalités, où vous venez sur une matinée, c'est ouvert, c'est installé, il y a des aménagements, il y a des jeux, Mm. et vous venez en tant que parent, seul, avec vos gamins, et vous rencontrez d'autres gens qui sont là avec leurs gamins, etc., et, Mm. sur un temps de jeu. Et ça, je trouve que c'est super pour rompre l'isolement sur la tranche 0-3 ans, quand on est tout seul avec ses gamins, pas scolarisés. Oui. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai envie de dire, au-delà de la dimension municipale, je ne suis pas sûre que ce soit à l'État de tout prévoir et de tout programmer. Là, comme ça, de but en blanc, je ne vois pas trop au niveau municipal ce qui pourrait être possible. Moi, je crois plutôt en la dynamique associative. Je pense que si à ce moment-là, la municipalité enclenchait des choses en disant on met un local à disposition, s'il y a une asso qui veut se créer, des choses comme ça, qu'il y ait peut-être ou alors un service d'accueil, je dirais, de flécher un élu en disant bah, lui, il est disponible pour les gens seuls qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de créer du réseau. Peut-être un animateur d'un réseau. Ça doit être possible au sein d'une municipalité de flécher quelqu'un en disant Ouais. tu es animateur du réseau un peu parents seuls, personnes seules, etc., pour faire du lien, pour mettre du liant. Là, comme ça, c'est ce qui me vient. Ce serait pour vraiment mettre les parents célibataires En relation, par exemple. justement pour faire un Ouais. réseau d'entraide. Mais Non, je c'est ne une suis belle pas idée, sûre que ce ouais. soit à la mairie de l'enclencher, le réseau d'entraide. Je pense que c'est plutôt au niveau associatif et c'est de la liberté individuelle, enfin de la responsabilité individuelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on fait quand on va sur le parking en disant bah, bonjour, vous avez l'air souvent toute seule. Moi, je suis Martine, la maman d'un tel, et toi, t'es qui? Et puis voilà, ça part de là aussi. Parce que après, pour Hmm. autant, flécher un service des familles monoparentales, enfin, moi, je suis pas sûre que j'irai, quoi. Ça donne pas très envie, dit comme Je ça. Donc, comprends. à réfléchir, je te referai un message si j'ai une grande idée. Mais en tout cas, par contre, j'appuie vraiment sur les lieux d'accueil enfants-parents, les gens tout seuls avec des gamins 0-3 ans. Contacter les relais assistantes maternelles, contacter le service petite enfance, ça se développe énormément, il y en a de plus en plus et c'est génial parce qu'une ou deux fois par semaine, vous y allez avec votre bébé, il joue avec d'autres bébés, vous croisez d'autres gens, vous buvez le petit café qui va bien, vous videz votre sac parce que c'est animé par une puère et vous repartez, ça fait du bien. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que tu veux ajouter quelque Non, chose pas d'autre? particulièrement, si ce n'est que j'étais ravie de participer et surtout bon courage Ah, à tout le merci. monde. Et petite note d'espoir qui est que déjà tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc chaque jour qui passe, bah, le lendemain, c'est déjà, ça va mieux parce que la journée, elle est passée, puis ça fera une de moins à faire. Et puis que ça va quand même mieux, je C'est pense, en ça. grandissant. Après, il y a d'autres problématiques à l'adolescence, mais moi, ce que je retiens de très, très pesant quand on est seul, c'est l'aspect logistique. Et l'aspect logistique, il s'allège avec l'âge des enfants, ça c'est sûr. Dans mon expérience en tout. C'est un beau message Voilà, d'espoir. Non, non, c'est de l'espoir, je pense, pour moi la première et beaucoup d'autres. Et je te remercie vraiment je t'en infiniment prie. d'avoir accepté, Sarah. Ça a été un vrai plaisir et je suis ravie de t'avoir accueilli pour cet épisode. Et j'ai hâte, du coup, maintenant, voilà, de réentendre tout ça, de le préparer, de voir ce que ça va donner au résultat final. Et c'était drôlement chouette, en tout cas, de pouvoir échanger sur tout ça, Merci à voilà, toi. toutes les deux.
Dans cet épisode, Sarah nous a raconté avec toute sa franchise et son humour toute l'ambivalence maternelle que représente une séparation. De la difficulté à confier ses enfants à leur propre père ou bien encore l'obligation de devoir imposer un cadre strict afin de pouvoir survivre, j'ai adoré pouvoir l'écouter parler de tout ça avec le recul qu'elle a maintenant sur les années écoulées. À moi, elle m'a donné beaucoup d'espoir et j'espère à vous aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.